Premier temps de ce chantier consacré à l'identité est forcé de constater qu'elle est partout, que les discours récents de campagne déclarée ou pas se polarisent très fortement autour de ce concept d'identité, concept tout à fait malléable comme on l'entendra puisqu'il peut à la fois servir un propos de permanence ou de continuité comme un discours de rupture ou de pluralité. L'identité heureuse. Que n'ai-je entendu en ce sujet? J'ai comme tout le monde des défauts. Mais je persiste et je signe. Oui, l'identité retrouvée de la France, son identité heureuse, c'est ce vers quoi je veux vous entraîner et vous conduire. C'est mon objectif. Ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas un constat, mais c'est un projet. Et c'est ce projet qu'il va peut-être falloir préciser ici la voix d'Alain Juppé. Mais qu'est-ce que l'on manie en vérité comme concept, ou plutôt qu'est-ce qui, dans ces discussions incessantes autour de l'identité, n'est pas dit du politique ou d'un système en crise? Bélier Nabli, vous publiez l'essai La République identitaire aux éditions du Cerf. Il s'est préfacé par Michel Viverka. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Vous écrivez justement dans cet essai, et pas longtemps après l'avoir commencé, que c'est un concept dont vous vous méfieriez plutôt volontiers. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de l'idée d'identité? Pour deux raisons. D'abord parce que Max Weber avait déjà à son époque souligné qu'il y avait des notions produites par les sciences sociales et qui avaient été qui sont de facto instrumentalisées par les politiques. On a là une illustration magnifique, je dirais, de la notion d'identité qui est récupérée par des politiques dont finalement qui ne s'intéressent pas au sens, mais finalement préfèrent le pouvoir magique qui existe finalement à travers ce mot. Et la deuxième raison, c'est parce que la notion même d'identité, effectivement, lorsqu'on s'y intéresse, renvoie à des significations diverses. C'est le terme polysémique par excellence, et même, je dirais, un terme ou une notion contradictoire par essence, dans la mesure où l'identité, ça renvoie à la fois ce qui est semblable et ce qui est dissemblable, ce qui nous est commun et ce qui nous est propre ou spécifique. Donc, à partir de là, il faut absolument faire un petit travail de définition avant d'utiliser le mot. Et d'une certaine manière, il y a vraiment l'identité, à travers l'identité, le mot est la chose, et il faut savoir manier aussi bien le mot que la chose, ou les choses qu'il recèle. Naturellement, cette méfiance, elle prend une dimension particulière à notre époque, dans la mesure où, précisément, ce qui la caractérise, en particulier au sein de notre République, c'est que finalement, le mot est devenu un mot politique. C'est relativement nouveau en ce sens où tout cela s'inscrit dans une séquence historique relativement longue, qu'on peut remonter à la fin du mouvement de mai 68, où précisément des minorités, des groupes minoritaires ont revendiqué des identités particulières et parfois des droits particuliers inhérents à leur identité particulière. Je pense notamment aux homosexuels qui étaient, on peut le dire, réprimés jusqu'à une période récente et qui ont revendiqué une forme de droit à l'égalité à cette époque, en tant que minorité au sein d'une société française aveugle par rapport à sa dimension composite. Et puis, progressivement, au-delà des minorités, c'est la majorité qui a progressivement tenté de s'affirmer à travers une identité nationale fantasmée. Sauf que cette volonté-là de s'affirmer en tant qu'identité nationale, elle n'a pas été exprimée par les Français eux-mêmes, mais par ce qui était au départ un groupuscule, le Front National, et qui a réussi, par un coup de force sémantique, idéologique, culturel, à imposer la question identitaire à l'échiquier politique dans son ensemble. Puisqu'aujourd'hui, finalement, la question identitaire polarise le débat public, polarise le débat politique, et c'est une innovation. C'est ce qui caractérise finalement ce basculement qui a lieu finalement à la fin des années 80, début des années 90. On assiste à la fin de la guerre froide, à la fin du communisme et du marxisme comme grille de lecture de la société. Et le politique ayant horreur du vide, chacun a tenté de restructurer son regard sur la société en tentant de trouver ou bien un ennemi intérieur ou bien un allié objectif. Et les uns et les autres, finalement, ont trouvé un intérêt
à mettre en exergue la question de l'identité, ou bien l'identité collective nationale, ou bien pour stigmatiser des identités minoritaires, et l'identité musulmane en particulier. Est-ce que vous diriez que quelle que soit leur situation sur l'échiquier politique, dont on verra tout à l'heure que ce sont des situations qui sont aujourd'hui absolument diverses et peuvent aller d'un extrême à l'autre, ce mot-là, qui est un mot dont vous dites qu'il est politique, il est brandi comme un mot marque, qu'il est brandi comme une sorte de marque derrière lequel presque peu importe ce qu'on y met? Si je m'en tiens à la description ou à la définition que vous venez de donner, je penserais plus spontanément au mot république. Et en même temps, ça rejoint votre proposition, votre hypothèse. Pourquoi ? Parce que précisément, tout le monde se revendique de la République aujourd'hui. Tout le monde est républicain, y compris au Front National. Et en même temps, personne ne tente de donner une définition positive de ce qu'est être républicain aujourd'hui. Quelles sont les limites à la République, hein ? La preuve, c'est que lorsqu'on a pu s'interroger sur comment ou est-il pertinent d'exclure le Front National du jeu électoral et interdire, pourquoi pas le parti ? C'est une question qui s'est posée de manière récurrente, qui ne se pose plus aujourd'hui, mais lorsqu'on s'est posé cette question, on s'est notamment posé la question de savoir s'ils étaient républicains au Front National. Et à partir du moment où on n'avait pas de définition consensuelle à opposer au Front National en matière de République, eh bien, qui se disait républicain ? Bien sûr. À partir du moment où tout le monde finalement invoque la République, ou bien comme argument d'autorité pour échapper à tout débat contradictoire, c'est le cas du Front National, mais c'est aussi le cas du Front National lorsqu'ils évoquent la République comme argument de banalité ou comme label de la banalité, écoutez, on ne sait plus de quoi on parle finalement. Et ça renvoie aussi, du même coup, à ce qu'est la République. On sait ce qu'est la République d'un point de vue, je dirais, institutionnel. C'est l'opposé de la monarchie en termes de régime politique. Mais la République, au sens de notre tradition française, c'est d'abord et avant tout un système de valeurs, en vérité, un projet politique. Et c'est notre incapacité à définir le projet politique qui souligne aussi notre crise d'identité. Dans la mesure où il n'y a pas de projet politique mobilisateur, de système de valeurs, un fondement axiologique derrière lequel on pourrait tous s'unir, face à cette incapacité-là, vous avez donc le terreau pour une crise d'identité collective et en même temps, vous ouvrez la voie à ce discours qui consiste à se dire républicain sans que cela ne coûte rien pour n'importe quel acteur politique. Personne ne s'engage vraiment en se disant républicain, tout le monde est républicain et en même temps, personne n'a à répondre de ses actes d'une certaine manière au regard des valeurs de la République. Et donc là, on est dans un cercle vicieux où les mots n'ont plus vraiment de sens et c'est précisément aussi cette dimension-là qui permet d'invoquer, comme vous le dites, le mot identité sans savoir véritablement dans quel sens on l'invoque. Sauf qu'il faut bien reconnaître que le succès du mot identité s'explique par une même logique aujourd'hui. Le succès du mot identité sur l'échiquier politique s'explique par le fait qu'on souligne finalement une anomalie dans le corps social. Il y a un segment du corps social qui pose problème. Certains ont parlé de la question musulmane au sommet de l'État, ou la question de l'islam, et donc la question des musulmans. Il faut bien mettre une étiquette humaine derrière les qualificatifs génériques. Donc, et cette anomalie, eh bien, il faut la traiter. Il faut la traiter, et on ne sait pas comment. Et en attendant de trouver une solution miracle, on met en exergue l'enjeu de l'identité collective, de l'identité nationale, mais dans une confusion folle, puisqu'on confond la nation française, son histoire, et la République française comme projet politique. Et cette confusion donne, par exemple, le résultat qui consiste à dire que la République a des racines chrétiennes, pas la France, la République elle-même. Moi, je crois que l'une des idées forces de la République, c'était qu'il y avait à l'horizon l'espérance d'une intégration économique et sociale pour tout individu qui prendrait part à la nationalité française. Or, ce que l'on voit actuellement, c'est précisément la remise en cause de cette espérance.
ce n'est pas tant, à mon sens, le débat entre multiculturalisme et républicanisme qui revêt de l'importance, mais la réalité sociale et économique de couches de plus en plus nombreuses qui, du fait de la mondialisation, du fait de la perte de l'emprise de l'État sur l'économie nationale, du fait d'un certain nombre de traits, rendent compliqué, sinon impossible, la reproduction de la République dans ses dimensions sociales et économiques. Et c'est là où le débat devient important, parce que précisément, si la République n'arrive plus à intégrer effectivement des gens, comment faire? S'il y a un multiculturalisme exacerbé dans un certain nombre de pays anglo-saxons, ce multiculturalisme est très lié au libéralisme. C'est parce que les gens ont le sentiment qu'il n'y a pas d'instance qui les intègre effectivement dans la nation qu'ils font appel à des formes identitaires de gestion de soi. Oui, mais alors le problème essentiel, c'est qu'on est dans une France où on ne peut pas tenir un discours absolu sur la République sans tenir compte de la réalité sociale, économique et culturelle de ce pays. Le oui qui termine l'archive et qu'on a eu du mal à couper, mais en même temps ça nous permet de prononcer son nom, c'est la voix d'Alain Finkielkraut qui, dans l'émission Réplique en 1996, recevait Farhat Khosrow-Khavar sur cette question précisément de la République. Et on entend dans la voix du chercheur une proposition de définition, ou en tout cas l'une des idées qu'il qualifie idée forte, c'est l'espérance d'une intégration égalitaire et sociale et économique. Et vous écrivez dans votre essai qu'il y a, sous cette idée de la crise présentée comme identitaire, en réalité une crise d'égalité. C'est assez stupéfiant de voir, d'une part, une permanence des sujets abordés dans Réplique depuis 20 ans, et d'autre part, peut-être une permanence d'une forme d'analyse qu'on pourrait faire de cette crise-là. Comment expliquez-vous que 20 ans après, on puisse presque prononcer ou entendre les mêmes mots? Bélier Nabli. Deux raisons. D'abord, je renvoie encore une fois au basculement que représente la fin du marxisme comme grille de lecture de la société, et donc le fait qu'on ne lit plus la société et les conflits sociaux à travers la question des classes sociales et de la lutte des classes. Et qu'à partir de là, il faut bien substituer cette grille de lecture qui était plutôt dominante jusqu'à une certaine époque. Autre chose. Par une autre grille de lecture. Et deuxième phénomène extrêmement important, et qui explique aussi naturellement la montée en puissance du discours identitaire, c'est l'échec du politique à répondre alors à la promesse républicaine dont on vient d'entendre l'expression d'une certaine manière, à savoir le fait que le politique, le projet républicain a pour vocation à permettre non seulement l'ascension sociale sur la base de la méritocratie, mais aussi à ouvrir des perspectives pour tout citoyen français, quelle que soit son origine. À partir du moment où cette promesse républicaine n'est pas assouvie, eh bien, vous créez un vide politique et une frustration sociale. À partir de là, je pense qu'on peut comprendre le caractère à la fois régressif et dangereux du discours identitaire. Il exprime là du vide et de la frustration. Et il sera difficile, y compris pour ceux qui évoquent l'identité heureuse, de donner une signification positive finalement à l'identité. L'identité, la question identitaire, elle s'exprime aujourd'hui dans un contexte qu'on ne peut pas ignorer et on ne pourra pas simplement opposer à ce contexte un label, une expression, une formule magique. Il va falloir combler ce vide et répondre à cette frustration sociale. Si on vous entend bien, elle s'exprime, cette question identitaire ou ce discours identitaire, faute de mieux ou faute d'autre chose. Dans la voix de Farhat Khosrow-Khavar, c'est assez intéressant parce qu'il décrit deux mouvements. Il décrit l'idée selon laquelle, devant l'échec de la promesse républicaine, la frustration sociale a choisi une définition identitaire. Alors ça, ce serait un mouvement qui viendrait d'une certaine manière des citoyens eux-mêmes choisissant l'option identitaire, et vous décrivez un autre mouvement qui serait la réponse du politique face au vide qu'il a produit ou qu'il constate, si on veut être plus sympa, et apporte une réponse identitaire. Alors c'est quoi? C'est deux mouvements qui se croisent, qui se rencontrent, ou c'est un mouvement du politique qui vient inviter un mouvement citoyen à aller choisir cette réponse identitaire? Comment est-ce que vous le décririez?
Je pense que les deux mouvements se conjuguent, ils se complètent naturellement, mais effectivement pas dans la même. Enfin, les différents acteurs ne sont pas dans la même posture. Les politiques sont relativement cyniques et c'est pas une critique de ma part. Enfin, sans être un adepte de Machiavel, ce sont des animaux politiques. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à répondre à la promesse républicaine parce que l'État, dans un contexte de globalisation, n'est plus aussi puissant. Il n'a plus les mêmes prérogatives réelles pour changer le réel. Et les citoyens, quant à eux, eh bien, ils sont face à ce vide, face à l'absence de cette promesse républicaine, eh bien, tentent précisément, non pas de nourrir leur frustration, mais au contraire aussi d'y répondre. À l'atténuer par des perspectives autres, en entretenant, ou en ouvrant des perspectives d'ordre spirituel, d'ordre culturel, finalement, en investissant sur soi, d'une certaine manière, puisque le collectif n'arrive plus à produire de l'identification. Mais on pourrait imaginer une autre forme de réponse, qui serait des réponses de révolte, qui seraient des réponses de soulèvement, qui seraient des réponses, alors pour prendre peut-être un jargon dépassé, des réponses révolutionnaires. Vous dites, à ce vide politique ou à cette déception politique, la réponse est une forme d'investissement sur soi. Ça veut dire quoi? Que dans le collectif, plus personne ne croit et plus personne ne croit assez pour mettre de l'énergie là-dedans? Il n'y a pas effectivement d'idéologie mobilisatrice ou d'idéologie collective. Par contre, l'identitarisme en soi est une idéologie, mais qui s'exprime à l'échelle individuelle par un investissement sur soi et à l'échelle politique par une mobilisation d'une identité fantasmée qui est là pour combler le vide politique dont on a parlé. Donc effectivement, il n'y a pas véritablement de mobilisation collective, sauf à l'échelle de groupes minoritaires. Et c'est ce à quoi aussi on assiste de plus en plus. C'est de la faculté, non pas d'un nous, de la communauté nationale à se réunir, à se mobiliser, si ce n'est pour commémorer tel ou tel événement. Encore que dans ces commémorations, on peut aussi constater des divisions. C'est que même ce nous-là se craquelle à ce moment-là. Oui, bien sûr. Il y a toujours une part de fiction dans les mobilisations, dans les discours consensuels, incontestablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que mobilisation, il y a, mais elles sont l'expression de groupes minoritaires. Et ces expressions-là, notamment lorsqu'elles sont animées par des entités qui se présentent et qui s'affichent à travers leur origine ethnique ou autre, est naturellement critiquées du fait de notre culture républicaine et donc unitaire ou unicitaire, je dirais, qui refuse donc de voir le caractère multiculturel de la société qui peut accoucher de revendications minoritaires. Et c'est cette tension-là aussi qui va nourrir finalement notre crise sociale. Pourquoi? Parce que on a du mal encore, et bon, j'en parle aussi dans cet essai, à trouver un équilibre entre un phénomène dynamique, à savoir que notre société est de plus en plus multiculturelle, au sens où il y a de plus en plus une coexistence d'individus qui sont animés par des cultures diverses, et de l'autre, notre tradition à la fois politique et juridique, qui refuse de voir, ou de reconnaître plus précisément, toute minorité. Il y a un peuple français, un et indivisible, et vous avez donc là une affirmation de principe très forte, et de l'autre une réalité beaucoup plus fragmentée. Tout cela n'est pas forcément une source de tension en soi. Elle le devient lorsque les minorités en question sont susceptibles d'invoquer ou de revendiquer des droits particuliers. Des droits particuliers ou le fait de dire ou d'affirmer qu'ils ne sont pas reconnus comme des entités constitutives de ce peuple un et indivisible. Et là, pour le coup, la République, en particulier ses représentants officiels, se trouvent face à une impasse discursive dans leur discours. Finalement, ça devient pour le coup intéressant aussi intellectuellement, parce qu'on se dit, le masque va tomber. Les tensions, en fait, reposent sur des contradictions. Il va falloir assumer ces contradictions, être plus clair avec soi-même, avec nous-mêmes, et reconnaître précisément que notre société est multiculturelle et qu'il est possible d'être malgré tout unis.
un peu juif, un peu italien, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase imprudente. C'est celle-là qui sera épinglée. Et qui incitera à dire, vous voyez bien. D'ailleurs, c'est le président de la République qui l'a dit. Nous me répéterons peut-être, sans mettre exactement le même sens aux propos que je tiens. Je voudrais bien que ces choix politiques n'altèrent pas ce type de débat et que puissent, c'est d'ailleurs le cas, siéger dans des assemblées comme celle-ci, des femmes et des hommes dont les conceptions de politique intérieure sont diverses, mais qui sauraient s'allier pour refuser tous les appels de l'inconscient ou de je ne sais quel subconscient mal réglé ou mal dirigé, qu'il serait capable de choisir l'unité de la France à construire. Et l'on retrouve la tension que vous décriviez juste avant cette archive de 1987, François Mitterrand, dans un journal diffusé sur France 2, à la fois la reconnaissance, et on va revenir sur l'énumération des nationalités qu'il cite, polonais, italien, de plus en plus portugais, dit-il, dans un sourire dont il a la signature. Et pour terminer, et pourquoi pas un peu arabe, on va revenir sur les rires qui finissent cette phrase. Et il termine par l'unité de la France à venir. Donc on se rend bien compte que dans un bras, il reconnaît le caractère multiculturel, et dans un autre bras, il dit la nécessité d'opter pour l'unité. Et voilà, peut-être discuter, voir comment à la fois il y a tension et pourquoi cette tension n'est pas nécessairement guerrière. Mais je voudrais revenir sur les rires, parce que les rires arrivent au moment de l'idée selon laquelle on serait peut-être, pourquoi pas, un peu arabe. Pourquoi est-ce que, en dehors du fait que c'est peut-être la dernière vague d'immigration, il énumère des vagues anciennes, pourquoi est-ce que d'après vous, il y a un rire à ce moment-là, Bélier Nabli? Parce que ça relève encore aujourd'hui, parce que le discours date quand même. 87. Oui, il date quand même, mais on n'a pas évolué. Et on pourrait retrouver ces mêmes rires d'une certaine manière. D'accord, mais sauf qu'on ne pourrait pas retrouver l'énumération. Je pense pas qu'aujourd'hui, quel que soit l'échiquier politique sur lequel se situeraient les hommes politiques, je ne suis pas certaine que l'on puisse entendre « nous sommes polonais, nous sommes italiens, nous sommes portugais, nous sommes un peu arabes ». Vous croyez ? Pour le dernier segment, oui, ça relèverait peut-être de l'interdit. Finalement, l'héritage européen, je pense que c'est quelque chose de relativement acquis. Dit comme tel. Oui, enfin, je ne vais pas être non plus sûr de moi. La discussion est légitime, mais par contre, le fait d'être encore dans l'incapacité à reconnaître une part d'arabité dans la nation française, que voulez-vous, on en connaît les racines. Les racines, elles sont historiques, fondamentalement historiques. Notre incapacité à regarder notre histoire nationale pour ce qu'elle est, à la fois riche, noble pour certaines de ses pages, mais sombre pour d'autres. Et là où le bas blesse, c'est que précisément ces pages les plus sombres sont souvent écrites par la République elle-même. Pas par la monarchie forcément, mais aussi par la République. Et par la loi, concernant la racialisation de l'identité ou de la citoyenneté, il faut quand même se pencher sur les codes coloniaux. Et c'est quand même à ce moment-là que se différencient plusieurs catégories de citoyens et où identité, nationalité, citoyenneté sont divisées. Oui, mais ça relève encore de l'indicible. La législation discriminatoire est proprement raciste. Dans notre manière d'être formé et éduqué en France, on l'associe à Vichy. On l'associe pas à la Troisième République. On l'associe pas à Jules Ferry. Ce sont, encore une fois, des trous de mémoire volontaires qu'on entretient et qui font que, in fine, seul un François Mitterrand, dans un élan quasi héroïque, arrive à dire que nous sommes peut-être aussi en partie arabes. Mais sinon, ça relève encore de l'interdit ou d'un tabou du fait de notre incapacité à voir notre histoire pour ce qu'elle est. Et malheureusement, pourtant, il faut lire cette histoire pour précisément pouvoir concevoir une unité aujourd'hui. Il
Et c'est en cela que ce tabou, le fait de ne pas pouvoir voir notre histoire coloniale, de pouvoir traiter de la guerre d'Algérie, de ses conséquences, eh bien, cette incapacité-là nourrit, au contraire, de la crispation identitaire. C'est elle qui nourrit la crispation identitaire. C'est elle aussi qui explique en partie, je le dis, je l'assume, la différence de réaction entre une population parisienne après les attentats que nous, Parisiens, nous avons subis, et les attentats qui ont frappé une ville comme Nice. Parce que ça fait aussi partie du tabou des commentateurs, disons, de ne pas tenter d'expliquer la réaction différenciée. Eh bien, parce qu'elle s'explique aussi par une sociologie différenciée. Alors, peut-être simplement préciser ce que vous appelez comme réaction différente. En quoi est-ce qu'elle vous a paru différente, cette réaction ? À Paris, on a quand même assisté à des mobilisations, d'abord dans le calme, dans la sérénité et dans la dignité. Ce qu'on a vu et entendu à Nice relevait d'une colère légitime, mais aussi d'une expression de haine et de rage, qui là, pour le coup, n'avait rien à voir avec un moment qui appelait au contraire à la dignité et à l'unité, précisément. On a entendu une parole raciste assumée, non réprimée, et là, pour le coup, il relevait des agents de la République à faire respecter aussi les lois de la République, y compris dans des moments tels que ceux-là. Il n'était pas normal d'entendre les mots qu'on a entendus. Et lorsque je parle de différenciation, au-delà du constat, dans la réaction, ce qui est intéressant, là, encore une fois, et comme toujours, c'est de comprendre, et non pas simplement de constater, de tenter de comprendre. Et parmi les sources d'explication de cette réaction différenciée, on a la sociologie de la population niçoise et de cette région du sud-est de la France qui s'est ancrée et entretient finalement une relation particulière, non seulement avec le Front National, on trouve ça normal, on ne discute plus le fait, comme s'il était la conséquence d'une forme de mécanique implacable, mais laquelle ? Qu'on puisse en parler au moins, qu'on puisse parler de cette sociologie de la population du sud-est de la France qui aussi fait sécession d'une certaine manière avec les valeurs de la République. On parle des territoires abandonnés de la République. Perdus, pardon, de la République pour mieux stigmatiser les banlieues françaises. Mais que représentent alors ces territoires qui sont marqués précisément par un ancrage électoral particulièrement fort des forces d'extrême droite, parce que maintenant il faut le conjuguer au pluriel, puisque lors d'une dernière élection locale, on a assisté à un second tour entre deux partis d'extrême droite. Excusez-moi le fait d'avoir oublié la ville exacte, mais le fait à peu près un mois. Mais on avait au second tour le Front National et un parti, la Ligue du Sud, pour ne pas la citer. Est-ce qu'on pourrait quand même discuter de cette forme de sécession axiologique d'une certaine manière? Il y a une volonté de rompre aussi avec les valeurs de la République dans cette partie de la France. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut considérer que là aussi il y a un problème de la Et même pour vous, manière tout cela va sous ce que vous appelez la crise, ce que vous décrivez plutôt comme la crise identitaire de la République, c'est-à-dire au même titre que certains territoires périphériques des grandes villes françaises, vous diriez que une partie du sud-est de la France subit aussi une crise identitaire de la République? Non, en tout cas, ils interrogent la République. Et on peut aussi les interroger sur leur adhésion à la République. Ça serait très intéressant. Vous savez, parmi les jeunes des cités qui contestent l'ordre républicain, c'est la loi tout simplement, il y a aussi un discours qu'il faut entendre lorsqu'ils mettent en accusation précisément la promesse républicaine déçue, fondamentalement déçue. Ce type de discours n'est pas vraiment celui qu'on entend lorsqu'on interroge les électeurs du Front National du sud-est de la France. Pas une vraie déception vis-à-vis de la République. On n'est pas dans ce registre-là. D'une certaine manière, la République n'est pas vraiment au cœur de la discussion, si ce n'est une dimension un peu ethnicisée de la France, voire racialisée, parce que précisément, il y a une population qui a notamment accueilli
ce qu'on appelle des pieds noirs, qui sont venus avec leur histoire, leur mémoire, et plutôt que de pouvoir finalement discuter de cette mémoire, d'essayer de finalement débattre de la manière dont on pourrait dépasser cet angle mort qu'est la guerre d'Algérie dans l'histoire de France, eh bien, on continue à faire comme si, on continue à taire et on continue à ne pas comprendre, pour revenir au début de notre discussion, la différence de réaction entre deux populations faisant partie d'un même pays. La France, ça n'est pas une identité fixe, fermée, repliée sur un passé fantasmé. La France n'est pas non plus une idée à laquelle on songe de manière abstraite. La France, c'est une volonté. C'est notre volonté. Et il n'y a que ça qui la tient. Car la France, depuis tant de siècles, nous ne l'avons pas simplement reçue en héritage. À chaque fois, nous l'avons faite. À chaque fois, nous avons résisté. À chaque fois, nous l'avons voulu. À chaque fois, nous l'avons réinventée. C'est ça la France. On entendait ici, juste après un titre de Noir Désir, la voix d'Emmanuel Macron dans un tout récent discours datant du 18 octobre et prononcé à Montpellier. La France n'est pas une identité fixe, fermée, fantasmée. La France est une volonté. Et puis je ne le refais pas ce discours parce que vous venez de l'entendre. Est-ce que là on se déplace sur l'utilisation de ce mot politique qu'on entendait dans un premier temps dans la voix d'Alain Juppé, ou est-ce que finalement on reste dans une même utilisation derrière laquelle on ne sait pas exactement que mettre? Non, là pour le coup, sans faire preuve d'un quelconque militantisme, pour le coup on retombe sur pas forcément la notion d'identité au sens strict, mais l'idée de nation. Puisque vous avez reconnu à travers la définition que vient de faire Emmanuel Macron, la conception française, comme on dit, de la nation, héritée du travail d'Ernest Renan. La nation et le fait d'appartenir à une communauté nationale est d'abord un acte de volonté. Il n'y a pas de critères biologiques, raciaux, ethniques ou autres, ou même religieux, qui devraient conditionner l'appartenance à une communauté nationale, à une nation. On appartient à la France, on est français d'abord si on considère être français et qu'on considère finalement comme participer à une histoire commune, ou plutôt un destin commun. Il y a un caractère dynamique qui est essentiel aujourd'hui, parce qu'on a trop ce réflexe qui consiste, pour essayer de se définir, pour définir ce nous, à se tourner vers le passé, alors que l'idée de nation est dynamique dans notre conception française. Il s'agit aussi de pouvoir se projeter ensemble dans un avenir commun. Elle est là la vraie question. Et pourquoi je dis que c'est la vraie question, c'est parce que, encore une fois, lorsque on décrit sociologiquement le caractère composite de la société française, son caractère multiculturel, pour moi, il n'y a pas là, pour autant, un obstacle infranchissable pour constituer une unité nationale. Il suffit, entre guillemets, de reconnaître d'abord ce caractère composite pour essayer, dans un second temps, et de manière prioritaire, ce qui nous unit et ce qui nous est vraiment commun par-delà nos différences. Alors pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi est-ce que c'est si peu présent dans le discours politique, quels que soient les camps? Pourquoi est-ce que cette reconnaissance de la pluralité, si elle n'est pas un obstacle politique à la réalisation de la promesse républicaine, pourquoi est-ce qu'elle est un obstacle dans le discours? Parce qu'on est toujours dans la confusion et qu'on n'est pas dans un refus absolu. Je vous donne un exemple. Nos responsables politiques aiment à rappeler précisément le caractère indivisible de notre République, mais lorsqu'ils y ont intérêt, ils n'hésitent pas à s'appuyer ou à se référer à telle ou telle communauté, de n'importe quelle origine, qu'elle soit religieuse, ethnique ou par-delà, je veux dire. Et je dirais même de manière cynique, en particulier au moment électoral. Et cette différence, cette contradiction entre les discours, entre d'un côté la République est une et indivisible, il n'y a qu'une nation, c'est la nation française, et de l'autre, le fait d'être en capacité de nouer des relations, pourquoi pas, mais en plus de jouer un jeu qu'on peut qualifier de clientéliste au moment des élections, ça instille de la confusion, ça instille aussi une marque
une forme de décrédibilisation de l'homme politique qui est capable de dire une chose et son contraire, de faire une chose et son contraire. Et vous savez, lorsque vous interrogez les gens qui assistent à ce type de pratique clientéliste, ils prennent acte de cette contradiction. Mais in fine, c'est la parole politique, c'est la République qui en pâtit. Parce que, encore une fois, elle dit une chose à travers ses représentants et elle fait le contraire. Il faut être en cohérence avec soi-même. Pourquoi pas en disant que la société, encore une fois, est multiculturelle et qu'il est possible de le reconnaître, sans céder précisément, systématiquement, en tous les cas, aux revendications de tel ou tel groupe social du fait de revendications particulières. Qu'est-ce qui fait peur parce que on sait que l'idée d'une France métissée, multiculturelle ou plurielle d'ailleurs, parce que là on parle beaucoup des questions des appartenances ethniques ou des origines ethniques, mais finalement ce sont des scissions qui s'appliquent aussi lorsqu'il est question d'orientation sexuelle, on l'a vu très récemment. Qu'est-ce qui fait que ce soit si difficile de précisément tenir ces deux axes dans une même main de l'action et de la pensée politique, à savoir ce pays est pluriel et ces personnes qui la composent sont différentes, ont des appartenances différentes, des choix différents, des identités différentes, et pour autant il est uni car on ne peut penser l'action politique que à partir de cette unité. Pourquoi est-ce que l'une menace l'autre dans nombreuses des pensées qui sont développées ? Parce que ça s'inscrit dans notre tradition. On est rousseauiste de culture, on a fait ce choix, savoir. Et je dirais pas qu'on est jacobin aussi par nature, mais en tout cas on est rousseauiste. Pour nous, il n'y a qu'une seule et même loi, elle est exprimée par la volonté générale, a priori le peuple, mais bon, de facto, il a rarement la parole directement, il s'exprime donc par nos représentants. Mais ceux-là ne sont pas censés parler pour telle ou telle communauté, et ils ne sont même pas censés parler pour telle ou telle circonscription ou électeurs de leur propre circonscription, malgré la confusion qui est faite. Souvent, on présente nos députés comme étant élus de telle ou telle circonscription. C'est une faute, je dirais, constitutionnelle. Ils sont représentants de la nation. De la nation, lorsque vous êtes élu même d'une circonscription donnée, vous n'êtes pas le représentant de celle-ci, vous êtes le représentant de la nation. Et donc, il y a là cette idée forte suivant laquelle, finalement, derrière la loi, il y a un intérêt général. Et l'intérêt général, il ne peut pas être l'expression d'intérêt particulier. C'est vraiment culturel pour le coup, c'est pas simplement parce qu'on confond théorique. La différence identité, ou en tout cas la pluralité des identités, et des intérêts particuliers. On pourrait très bien ne pas confondre, on pourrait très bien d'un côté reconnaître la pluralité des identités et considérer que cette pluralité-là peut travailler et penser un intérêt général. Absolument. Mais là, vous avez raison. On a forcément l'impression que pluralité égale communautarisme, égale division dans la conception de l'intérêt. Oui, vous avez raison, et ça renvoie à une différence fondamentale entre, d'un côté, le fait, de dire qu'une société est multiculturelle, c'est-à-dire qu'il y a une coexistence de cultures différentes dans une même société, et de l'autre, la doctrine multiculturaliste qui, elle, appelle à répondre aux revendications de groupes minoritaires. Et malheureusement, le discours public, le discours des responsables politiques confondent les deux. C'est pourquoi, j'arrive enfin à apporter un élément de réponse à votre question, c'est pourquoi nos responsables ne veulent pas reconnaître officiellement le caractère multiculturel de la société française. Pour cette confusion-là. Parce qu'ils ont peur qu'on puisse les accuser d'admettre la doctrine multiculturaliste. Alors qu'il y a une distinction. Il y a d'un côté un fait social et sociologique, et de l'autre, une doctrine politique. Moi, je n'incrimine ni l'un ni l'autre. Je dis simplement que cette confusion-là bloque finalement la situation. On est incapable de dire qu'on est une société multiculturelle. Pourquoi ? Parce que ça supposerait qu'on cède mécaniquement aux revendications de cette société composite. Voilà de Rachita, ce qui me permet de modifier ce que je disais tout à l'heure, évidemment le titre, l'identité. Si on entendait la voix de Bertrand Cantat, c'était un titre des Têtes Raides. Donc là, c'est bien un titre de Rachita qui s'appelle Voilà, qui fait le constat d'un retour d'une forme de pensée raciste. Il désigne ici ce que vous appelez tout à l'heure, Bélier Nabili, des forces de l'extrême droite. En réalité, pas que.
tant on voit que des discours de séparation, de scission sont portés presque, alors peut-être pas sur tout l'échiquier politique, mais en tout cas dans un grand nombre de discussions politiques. Est-ce que la crise identitaire de la République telle que vous la pensez, telle que vous la décrivez, est aussi une mécanique bien huilée pour désigner un ennemi intérieur ? Précisément, on en revient au sort de certaines notions, de certains principes, au triste sort de certains principes, comme la laïcité, qui se retrouve instrumentalisée par précisément des politiques. Et cette instrumentalisation, finalement, de principes fondamentalement républicains, au sens où ils définissent la spécificité de la République française, et là on est dans la définition de l'identité, hein. La laïcité définit l'identité de la République parce qu'elle lui est propre. Eh bien, cette instrumentalisation participe à la diffusion du discours identitaire au-delà de l'extrême droite. Et c'est remarquable dans le cas de la laïcité. Le Front National s'est emparé du principe pour mieux démontrer précisément son républicanisme d'une certaine manière, mais en même temps, la laïcité a été également redéfinie, je dis bien redéfinie, par d'autres forces politiques, à droite et à gauche. Et quand je parle de redéfinition, c'est que je me base sur la loi de 1905, qui définit la laïcité comme un principe de séparation des églises et de l'État, comme un principe de neutralisation de l'État, c'est-à-dire que les agents publics n'ont pas à manifester leur religion, et que les services publics et les espaces de services publics sont des espaces neutres sur le plan religieux. A contrario, ça signifie que l'espace public, lui, et l'espace privé ne se voient pas appliquer le principe de laïcité. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une volonté d'étendre le principe de laïcité à l'espace public dans son ensemble, ce qui est précisément tout à fait nouveau. On a qualifié ce phénomène de nouvelle laïcité, voire de laïcisme, sauf que celui-ci est porté non pas seulement par des forces d'extrême droite, encore une fois, mais aussi par des forces de la droite parlementaire et de la gauche de gouvernement, comme on dit. Autrement dit, la question de la laïcité, qui est présentée par ces différentes forces comme un élément constitutif de l'identité française, eh bien, participe à une reconfiguration de l'échiquier politique et participe donc à une forme à ce brouillage de clivage traditionnel entre extrême droite, droite et gauche. Et c'est en cela qu'il y a une dynamique, que la polarisation autour de l'identité, eh bien, au lieu de créer de la clarté, une forme d'ordre et une forme de systématisation, crée au contraire de la confusion. On a du mal aujourd'hui, plus que jamais, au-delà des questions économiques et sociales, à différencier la droite et la gauche sur la question de la laïcité. Naturellement, si on entre dans le détail, il est encore possible de montrer la pertinence de ce clivage. Mais la question et l'hypothèse ne se posaient pas il y a encore une dizaine d'années. Mais ça reste quand même possible aujourd'hui parce qu'il y a différents usages. Et si la question de la laïcité comme un point important de l'identité de la République française est peut-être soulevée à différents endroits de l'échiquier politique, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le manie. C'est finalement la même conclusion que pour la question de l'identité. Au bout de ces 50 minutes, ce qu'on peut dire et retenir de la discussion qu'on a eue tous les deux, c'est la prochaine fois qu'on entendra un homme ou une femme politique parler d'identité française, heureuse, malheureuse ou autre, il faudra lui demander ce qu'il entend derrière l'idée d'identité. Finalement, il y a une manipulation du flou et du vide politique derrière tout ça. Je dirais même que c'est parce que c'est flou, voire vide, qu'il y a un intérêt politique à s'emparer de cette notion. France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.